En cette fin d'année, c'est l'heure de faire le bilan des meilleurs films 2024, à commencer par un petit top des blockbusters de l'année. Alors, on fera évidemment l'habituel top 10 en équipe et en débat dans les prochains jours, mais pour l'heure, je vais me concentrer sur quelques petites tops personnels qui sont comme d'habitude, concernant mes classements, une sorte de mix entre ma propre appréciation personnelle des sujets, du style et de l'intrigue, et puis des observations disons plus objectives des qualités cinématographiques des films. On commence donc cette petite série de dernières semaines avec un top des blockbusters de 2024, en commençant par 3 mentions honorables. Tout d'abord, et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, même si bon, ce n'est qu'en mention honorable, mais bon, c'est Joker Folie à 2, ne serait-ce que pour la photo magnifique du film, et puis aussi en vrai pour le développement narratif, même si le film dans l'ensemble n'est pas dingue non plus, mais c'était une proposition intéressante. Ensuite, rapidement, il faudrait mentionner Gladiator 2, qui est quand même une suite correcte du premier, certes pas très utile, ni narrativement, ni même financièrement pour le studio, mais bon, on passe pas un mauvais moment non plus, et le péplum est plutôt bon, c'est juste que l'histoire est soit répétitive, soit un peu simple. Et je citerai également Twisters, qui n'était absolument pas sur mon radar en début d'année, mais honnêtement j'ai trouvé ça très bien fait techniquement, bien amené dans l'histoire, cohérent, sympa, captivant. Bref, j'ai trouvé que le film remplissait haut la main sa mission, tout en ne glorifiant pas ces événements météorologiques. Donc, pour entrer enfin dans le top, le 10e c'est Trap, le thriller de serial killer et thriller musical, ça va peut-être pas forcément ensemble dit comme ça, mais c'est vraiment les deux. Le thriller de M. Night Shyamalan du coup. Tout d'abord pour la mise en scène dans le concert durant toute la première moitié du film qui est vraiment excellente, mais aussi pour le suspense qui est vraiment très bon. L'intrigue construit cet intérêt de nous placer dans l'œil du méchant qui est humanisé avec sa fille et ça crée un vrai dilemme pour le spectateur. Et puis, ouais, encore une fois, cette première moitié avec le concert et cette sorte de huis clos, ça fonctionne vraiment super bien, même si la deuxième est peut-être un peu moins forte, mais elle est toujours très efficace. Donc, ouais, non, très bonne surprise pour moi. Ensuite, le suivant, le numéro 9, c'est le film Godzilla. Alors, non pas le film Godzilla américain, qui était marrant, mais c'est le film Godzilla japonais de cette année, ou qui était sorti en fin 2023 dans certains pays, sur 2 jours, je crois, seulement en France. C'est donc Godzilla Minus One. Je considère que ça reste quand même un blockbuster, quoi. C'est un blockbuster juste avec un plus petit budget que d'autres, parce que c'est pas une super production américaine, mais bon. C'est quand même un film qui a reçu un Oscar et qui a eu beaucoup de prix au Japon. C'est un récit quand même bien plus sombre et tragique que ce que nous font les studios américains en ce moment. C'est un récit historique post-Seconde Guerre mondiale, où la terreur de ce monstre est présente aussi bien dans une dimension symbolique pour l'arme atomique, que sur les ruines du pays, ou même pour ce qui est de la violence aveugle de l'Empire nippon. C'est un film vraiment bien réalisé, avec une histoire cohérente, et honnêtement, la terreur est bien présente, et ça marche vraiment très bien. Alors après, moi on me l'avait peut-être un peu survendu, parce que du coup je l'ai vu en janvier 2024, alors que certains l'avaient vu en fin d'année 2023, donc j'ai peut-être eu une pointe de petite déception à ce moment-là, ce qui fait qu'il n'est pas aussi haut, mais ça reste très très bien fait. Après, il y a aussi un style, je pense, au niveau visuel, où j'accroche peut-être un petit peu moins à ce côté un peu maquette, ce côté un petit peu à l'ancienne du monstre Godzilla, alors que maintenant avec les effets numériques des films américains, on est habitué à autre chose, mais ça c'est plus un style qu'une qualité du film. Bon. Ensuite, numéro 8, un film que j'ai peut-être un peu plus aimé que la moyenne, j'avoue. C'est le nouvel opus de La Planète des Singes, donc le Nouveau Royaume en VF. Déjà pour les effets spéciaux qui sont d'une incroyable qualité, aussi bien sur les singes eux-mêmes que sur l'environnement du film, c'est quand même assez dingue. Bon, c'est déjà le cas des autres de la trilogie précédente de la Planète des Singes, mais là je trouve qu'on a un petit peu au-dessus, enfin, les effets spéciaux, la qualité est poursuivie, quoi, légèrement améliorée avec le temps, mais en tout cas, ça reste toujours hyper impressionnant quand on sait comment c'est tourné, donc honnêtement, je vois pas les acteurs, on voit pas un film, quoi. On est dans l'environnement, on est dans ce monde futuriste, c'est vraiment très très bien fait. Et ce que j'ai peut-être un peu plus apprécié que d'autres, c'est le sous-texte politico-religieux, sur cette falsification de la foi et la récupération d'un héritage symbolique, ou d'un prophète, dans ce jeu de désinformation et de pouvoir. Et ça, je trouvais ça intéressant pour un film d'aventure, même si ça reste évidemment avant tout un film d'aventure et de divertissement. C'est peut-être pas le meilleur de la saga, mais ça reste un très bon blockbuster américain, je trouve. Ensuite, je vais accélérer un peu le rythme. Numéro 7, c'est Furiosa. Donc là, pour le coup, on passe d'un film que j'ai peut-être un peu plus aimé que la moyenne à un film que j'ai peut-être un peu moins aimé que la moyenne. Faut dire que j'ai un avis assez minoritaire sur Furiosa, et de manière générale sur Mad Max, puisque moi je préfère ce Furiosa à Fury Road.
mais je pense que j'ai quand même un peu moins aimé Furiosa que la plupart des gens, en tout cas surtout de ma génération. Après, voilà, c'est un super spectacle, les paysages apocalyptiques sont très bien rendus, on rentre dans cet univers très facilement. Moi, pourquoi j'ai préféré ce film au précédent, c'est quand même parce que je trouve qu'il y a un peu plus d'histoire, je trouve que l'intrigue est un peu plus développée, et donc ça m'a un petit peu plus captivé là-dedans. Après, d'un point de vue visuel, c'est le même style, même si c'est peut-être un poil plus numérique. Moi, j'ai un petit bémol sur l'aspect dynamique des mouvements, des personnages, notamment quand ils se font shooter, etc. Mais bon, c'est plus du bémol qu'un vrai reproche, ça. Sinon, Anya Taylor-Joy est très bonne dans le film. Chris Hemsworth, complètement démentiel, ça marche très bien. Et j'aime bien le contexte qu'il développe et puis comment il crée, comment l'histoire est développée sous forme de mythe, ça c'est assez intéressant. Donc non, en vrai, ça reste du grand divertissement que j'ai bien kiffé. Il a pas du tout rempli son contrat box-office, mais en tout cas ceux qui l'ont vu ont vraiment adoré, quoi. Numéro 6, c'est le blockbuster français de l'année, c'est Le Comte de Monte Cristo. Là pareil, on est sur un blockbuster avec un budget significativement inférieur aux superproductions américaines, on est sur du 40 millions, mais c'est quand même le plus gros budget français de l'année. Et honnêtement, si on prend toutes les définitions possibles de blockbuster, ça reste un blockbuster, hein. En France, il y a eu un matraquage pas possible, ça reste un film grand public qui est resté en salle longtemps, un gros succès, un film de studio. Et puis bon, si on prend la définition comme quoi le budget marketing qui vaut la moitié ou plus du budget production, là je pense que c'est largement le cas, donc clairement c'est le blockbuster français de l'année, voilà. Et honnêtement, je trouve que pour les 40 millions, c'est très bien rendu. On a une grande efficacité de production au niveau des décors, des costumes, des séquences de reconstitution d'époque. L'intrigue est vraiment pas mal, hein. Ce sont les scénaristes des Trois Mousquetaires, sauf que là ils sont aussi réalisateurs. C'est moins un film d'action que les adaptations des Trois Mousquetaires des années précédentes. Mais là du coup, sur une intrigue en moins de 3 heures, ou en 3 heures pile, pour adapter toute l'histoire du Comte de Monte Cristo en 3 heures, ils choisissent des ellipses vraiment bien placées, notamment au milieu de l'histoire. Et c'est une bonne construction de film en 3 heures, on se fait pas chier du tout, honnêtement on voit pas les 3 heures passer, et ça c'est quand même, au niveau du rythme, sur un film de 3 heures comme ça, qui est quand même plus un film d'intrigue qu'un film d'action, c'est vraiment très bon. Il y a une vraie évolution, une variation du jeu de Pierre Niney, donc ça aussi c'est un point fort. Puis tout simplement c'est captivant, et puis honnêtement on passe un très bon moment, c'est un vrai super film blockbuster français, quoi. Ensuite en 5, on passe sur Vice Versa 2. C'est tout simplement une excellente suite du premier, en fait. Alors bon, c'est pas au niveau du premier parce que pour moi le premier était révolutionnaire, ou en tout cas très innovant, très inventif dans son allégorie de la psyché humaine, et puis même en termes d'animation, de comment ça développait un environnement ludique dans notre cerveau avec des émotions comme personnage. Enfin, c'était quand même quelque chose. Donc là, le deuxième s'attaque à l'adolescence, et on aurait pu s'attendre pour un premier film qui était aussi innovant, à une suite qui soit également innovante. Bon, la suite est beaucoup plus safe, hein, un peu comme tout ce que fait Disney en ce moment de manière générale, mais voilà, l'adolescence, ça aurait pu donner des sujets, on va dire, ça aurait pu donner l'occasion à Pixar de pousser un petit peu plus ces sujets, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est pas top 1, hein, mais sinon le film est quand même très bien fait dans ce qu'il fait. Voilà, on peut juste lui reprocher qu'on aurait pu en attendre plus, vu que le premier allait plus loin, mais il ajoute quand même de nouveaux éléments narratifs liés à l'adolescence qui sont bien vus, et c'est un film qui plaira aussi bien aux enfants qu'aux parents, comme souvent pour les Pixar, donc non, en vrai c'est une très bonne suite. Moi j'étais vraiment, quand j'ai vu le film, j'avais rien à reprocher au film, quoi. On peut avoir des regrets en espérant plus, pardon, mais sinon c'est à peu près tout, quoi. Donc non, vraiment très bon Pixar. Ensuite, honnêtement, il pourrait être sur le podium, donc là il est en 4ème, mais parce que c'est peut-être pas le film le plus impressionnant non plus techniquement parlant, quoi. Enfin techniquement, ça dépend de quoi on parle, mais c'est pas le plus époustouflant, disons. Mais par contre, ouais, c'est vraiment, c'est l'un de ceux que j'ai le plus kiffé. J'ai passé une superbe séance quand je l'avais vu. C'est The Fall Guy. C'est un superbe divertissement avec humour et spectacle de David Leitch, le réalisateur de Bullet Train notamment. On est dans cette ambiance très légère, pleine d'autodérision, un scénario assez loufoque, ça marche très bien. Mais c'est aussi un film sur le cinéma, et en particulier sur les cascadeurs des films hollywoodiens.
Et du coup, ça joue vraiment sur le côté spectacle. Et puis après, l'humour, c'est parce que c'est dans le cadre d'une comédie romantique et d'action avec Ryan Reynolds et Emily Blunt. Enfin, ça marche vraiment très très bien. Moi, j'ai vraiment passé un super moment. Puis il y a une bande son assez dingue qui reste en tête. Donc non, super, super divertissement, super film comique et spectaculaire. Du coup, on passe sur le podium avec l'autre blockbuster français de l'année. C'est évidemment L'Amour ouf de Gilles Lelouch. Cette histoire d'amour de jeunesse, incandescente, inconditionnelle et impossible entre deux jeunes qui sont magnifiquement joués par Malik Frika et Mallory Vanek. Puis le tout sur une bande son très riche. Honnêtement, on passe un très très bon moment et Gilles Lelouch nous en met plein la vue avec sa mise en scène époustouflante. On peut dire que parfois il en fait peut-être un peu trop, mais en tout cas il passe par un petit peu tous les styles de plans. Vraiment, il y a un petit peu de tout et il y a vraiment des magnifiques scènes. Après, moi je trouve que la première partie est nettement supérieure à la seconde. Je dirais que la première est excellente et la deuxième est bonne ou très bonne, enfin comme vous voulez, mais il y a quand même un gap entre les deux. Donc ça reste pas le blockbuster ou le film de l'année pour moi, mais sinon j'ai quand même passé un excellent moment dans l'ensemble du film, en particulier au début. Mais ouais, l'histoire est sympa et surtout la mise en scène et les acteurs sont top. Et la musique aussi, bon, bref, super film. Numéro 2, alors là c'est un autre film d'animation, c'est Le Robot Sauvage des studios DreamWorks. C'est hyper émouvant, hyper touchant, enfin moi j'ai vraiment adoré l'intrigue, en particulier dans les deux premiers actes, puisque je dirais que les deux premiers actes sont plus forts que le troisième, qui est peut-être un peu plus conventionnel, mais j'ai vraiment été ému par l'histoire des deux premiers actes, de cette histoire d'un robot en pleine crise existentielle qui en vient à s'occuper d'un bébé oie et qui va l'élever comme son enfant, et cette histoire de prendre son envol, le tout sur une histoire de famille recomposée, d'adoption, de maternité, de parentalité. Enfin, il y a vraiment pas mal de questions évidemment sur l'enfance aussi. Et peut-être dans la troisième partie, encore une fois, c'est peut-être un poil plus conventionnel, mais aussi sur l'écologie et l'environnement. Il y a beaucoup de sujets et ça plaît autant aux parents qu'aux enfants. C'est un film assez riche et l'animation est bien. Honnêtement, on passe un très très bon moment. Donc ouais, non, top 2. Et le top 1 évidemment en blockbuster de l'année, je pense que c'est assez évident. Pour moi, ça joue juste pas dans la même catégorie. C'est Dune partie 2 de Denis Villeneuve. C'était tout simplement la grosse expérience cinématographique du début d'année. La suite, pour moi, je sais pas, c'est peut-être un petit peu tôt encore pour l'appeler un chef-d'œuvre, mais je crois que c'était mon top 1 à l'époque. C'était vraiment un film qui m'avait marqué, qui m'avait emmené dans un nouvel univers, dans un monde futuriste. Enfin, ça m'avait emmené ailleurs. J'étais plus dans une salle de cinéma. Bon, honnêtement, je préfère le 1, contrairement, encore un petit avis minoritaire, je pense. Je préfère le 1 au 2, parce que le 2, j'ai peut-être un peu plus vu un film qui a été transporté ailleurs, mais bon, c'est une suite, hein, ça va un petit peu de soi. Et puis il se passe beaucoup plus de choses, c'est peut-être un peu moins contemplatif, mais en tout cas, l'intrigue est très riche, c'est une intrigue politico-religieuse. Il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de trucs, c'est épique. Vraiment, il y a des séquences spectaculaires. Et puis la réalisation, tout simplement, elle est époustouflante, hein, comme dans le 1. La photo du chef opérateur Greg Fraser est aussi dingue que dans le 1 pour ce qui est des plans d'Arrakis, mais après voilà, il rajoute deux trois petits trucs. La séquence d'intro avec ce soleil couchant là, enfin les couleurs sont dingues, pareil pour la mise en scène de la violence dans un noir et blanc là sur Giedi Prime avec les Harkonnen. Enfin bref, magnifique film, on va dire un film d'auteur à hauteur de... ouais, c'est ça, un film d'auteur à hauteur de blockbuster. Évidemment, c'est le top 1 de cette liste. Donc voilà. Et vous pouvez retrouver les critiques de tous ces films sur nos pages Facebook, Instagram ou notre site. Et vous pouvez également retrouver peut-être des avis un peu plus poussés, si vous voulez, dans les vidéos sur notre chaîne YouTube qui reviennent en version courte et sans spoil sur chaque film. Voilà. À bientôt.